Bonsoir. Le 16 février 2014, le président mauritanien reçoit à Nouakchott ses homologues du Mali, du Tchad, du Niger et du Burkina Faso. Lors du mini-sommet de Nouakchott, l'idée du G5 Sahel est lancée. Et à l'issue de ce sommet, un communiqué est publié dans lequel les membres fondateurs font un appel aux institutions de financement arabes et à l'OPEP afin de financer cette idée naissante. Rappelons qu'à l'époque, la France est présidée par le président François Hollande et qu'à la suite, c'est le président Emmanuel Macron qui viendra en soutien à cette idée. Autour de moi ce soir, pour parler de cette thématique, le colonel Boukhari Mohamed Mouamel, expert militaire. Bonsoir colonel. Monsieur Moussa Ould-Hamid, conseiller analyste au centre 4S. Tout à l'heure, vous allez nous dire 2 mots de ce centre. Colonel, le G5 Sahel est une idée mauritanienne? En fait, la Mauritanie est à l'initiative du G5 Sahel, mais comme elle a été épousée par un ensemble de partenaires, notamment les membres, mais pas seulement, il y a aussi leurs alliés et leurs partenaires, elle devient en quelque sorte une idée régionale. Je ne sais pas si on peut toujours parler que c'est une idée proprement mauritanienne. Il faut aussi préciser que ce G5 Sahel, il y a des piliers qui le fondent. La thématique qui est à l'origine, ou en tout cas celle qui est annoncée et affichée, sur laquelle ont travaillé les fondateurs, c'est d'un côté le développement et de l'autre la sécurité. Donc il a cette double casquette, une institution régionale qui veut mutualiser les moyens pour le développement et pour la sécurité et qui veut aussi avoir une tribune, en quelque sorte, une voie unique, commune, qui permet à ses membres de s'adresser d'une seule voix à leurs partenaires et leurs alliés. Le G5 Sahel marche donc sur 2 pieds, sécurité et développement. Est-ce que l'accent n'a pas été un peu trop mis sur l'aspect sécuritaire dès le départ, donc au détriment de l'aspect développement? Merci, excusez-moi d'abord, avant de répondre à votre question, d'expliquer quand même au public pourquoi je suis là, parce qu'ils me connaissent sous une autre casquette qui est journaliste. Moi, je suis là comme étant quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur cette thématique dans le cadre de mes fonctions au Centre des stratégies pour la sécurité au Sahel-Sahara. C'est un centre qui a été mis en place depuis 2011 par notre ancien diplomate tunisien, Ahmedou Abdallah, et qui travaille depuis dans toutes les régions du Sahel-Sahara sur cette thématique. Cette mise au point est en fait. On va peut-être répondre à la question. Merci beaucoup. Donc, moi je crois que l'idée du G5 est extrêmement importante sur le papier. Théoriquement, c'est une très bonne idée. Bon, bien sûr, maintenant quand on parle de la lutte contre le terrorisme, contre le trafic de tout genre et tout ça, la première idée qui saute à l'œil, c'est un peu le sécuritaire. Bon, le sécuritaire est extrêmement important, mais je crois qu'on ne peut pas, sur le long terme, compter que sur les sécuritaires. Les sécuritaires, c'est pour pallier à une situation donnée. Mais cette situation doit être accompagnée par un certain nombre d'autres importants domaines dans lesquels, je crois, le G5 quand même met dans sa priorité un certain nombre. Je crois qu'il a déjà, le G5 a déjà mis en place un grand programme sur au moins 4 thématiques qui sont dont la sécurité n'est que l'un de ces éléments. Mais malheureusement, jusqu'à présent, l'élément le plus visible n'est que la sécurité. Et je crois que le G5 est encore balbutiant. Il faut lui donner du temps, il faut lui donner bien sûr de l'argent, parce que ça c'est extrêmement important, mais il faut surtout essayer de l'engager dès le départ sur des bases saines. Je crois que le fait de chercher à mutualiser les efforts des 5 pays qui sont des pays plus ou moins qui ont le même niveau de développement, qui ont les mêmes problèmes, qui sont dans les mêmes espaces naturels, qui sont frappés par la sécheresse, frappés par d'autres fléaux. Donc ça c'est extrêmement important, mais je crois qu'il ne suffit pas tout simplement de lancer l'idée, mais il faut la populariser et la populariser à travers l'opinion publique du G5 de manière générale. Ce n'est pas quelque chose qui doit se passer dans les bureaux. Mon colonel, actuellement la force Barkhane présente au Mali est force de 5000 hommes. À terme, cette force
est censé être remplacé par des soldats issus des 5 pays membres de cette organisation. Est-ce que le partage serait 1000 soldats par pays ou non? Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, et ça va nous permettre de parler un peu argent, actuellement, cette force est chiffrée à un demi-milliard d'euros, 500 millions d'euros grosso modo. Qui va financer et est-ce qu'il y a déjà des financements qui sont en place? Oui, j'aimerais bien quand même souligner un petit détail que vous avez soulevé en disant que la force Barkhane serait à terme remplacée. Bon, ça, c'est ce qui s'est dit dans la presse. Mais nulle part, vous trouverez un document officiel dans lequel on souligne sera remplacé. Ça n'existe nulle part. C'est vrai que c'est une idée qui a été beaucoup développée dans la presse, dans les médias, à tel point que c'est un peu ce qu'on croit. Mais moi, j'ai une autre vision, peut-être assez personnelle, de la force commune G5 Sahel. Moi, je crois qu'elle est un complément de ce qui existe. D'abord, un complément des outils spécifiques à chaque État, des moyens nationaux. Elle ne se substitue pas aux moyens de défense et de sécurité nationaux qui demeurent et qui resteront sous l'autorité des États. Deux, elle ne se substitue pas aux moyens de défense et de sécurité qui viennent en appui, en soutien des pays de la région, et donc la force Barkhane. Donc, c'est un complément de ce qui existe. Seulement, oui, est-ce qu'elle va faciliter? Normalement, oui, elle va faciliter, je dirais même alléger le fardeau que porte la force Barkhane et les autres. Il n'y a pas que Barkhane, il y a aussi l'amunissement. Il y a l'amunissement, mais dans ce cas, quel intérêt a le Mali à ce que cet attelage fonctionne? Puisque à l'heure actuelle, aussi bien que l'armée du Mali que la sécurité du Mali est prise en charge par ce dispositif-là. Si jamais cela fonctionne, le Mali sera obligé de supporter une part du fardeau. Donc ils n'ont aucun intérêt à ce que ça fonctionne, non? Absolument. Moi je dirais pire que le mot attelage. Il y a un rapport qui a été sorti par Grace Group. Il ne parle pas d'attelage, il parle d'embouteillage sécuritaire. Quelle place a la force commune G5 Sahel dans l'embouteillage sécuritaire qui se vit au Mali? Donc, parce que la situation au Mali, c'est un résumé, un concentré de la problématique sécuritaire dans le Sahel et au-delà en Afrique. Parce qu'il n'y a pas seulement que les défis de lutte contre le terrorisme, il y a les défis de lutte contre l'insécurité liées au mouvement communautariste, liées au trafic, liées à tout ceci, liées aux crises internationales, aux régionales. Moi, je pense que cette force, oui, c'est une réponse partielle à ce qui existe au Mali, mais réellement, la crise du Mali la dépasse largement. Et je ne suis même pas certain que les pays, la France, tout ça, qu'ils sont vraiment capables de maîtriser. C'est une situation excessivement complexe qui a ses ramifications un peu partout dans le monde. Pourquoi justement on en vient à parler de ce problème? Parce qu'on a privilégié à un moment donné la solution militaire. Mais au départ, c'est un problème communautaire. On va parler du problème Touareg. C'est le début du problème. Pourquoi on ne cherche pas une solution politique au problème Touareg plutôt que de dépenser des vies et des millions de dollars? Non, je crois que le problème a dépassé le problème Touareg. C'est vrai, à l'origine, c'est le problème Touareg qui existe, le problème des Arabes du Mali, les Touaregs et tout ça. Et je crois qu'à un moment donné, depuis 2012, depuis l'effondrement un peu de l'État malien au nord du Mali, je crois que le problème est depuis l'occupation du nord du Mali par les mouvements djihadistes. Akmi, Mouja ou les Morabitoun. Tout ça. Donc il fallait... le problème ne se pose plus en termes tout simplement du rédentisme Touareg et autres. Donc c'est devenu un problème beaucoup plus global. Moi je crois qu'il est extrêmement important pour nous et pour la communauté du Sahel de manière générale de comprendre que ce problème de sécurité est un problème global. Et je crois que c'est ce qu'a compris où on cherchait à comprendre les chefs d'État des 5 pays du Sahel. Ça, c'est un problème, premièrement, qui dépasse un seul pays, une seule nation. Mais est-ce qu'on ne va pas venir à une institution de plus? On a déjà eu le SILS, on a le Maghreb arabe, on en a des institutions sous-régionales. Tout à fait, c'est une institution de plus, mais cette institution, elle est nécessaire pour une raison déjà importante, qui est une raison qui est urgente, c'est en fait s'approprier la sécurité de la sous-région.
Maintenant, vous parlez de la force Barkhane. Vous parlez des autres forces onusiennes et autres. Mais pourquoi les 5 pays ne s'approprient pas eux-mêmes? Je crois que c'est ça l'idée du G5. C'est un peu de s'approprier eux-mêmes leur sécurité. Mais le colonel ne semble pas d'accord justement avec cette idée, puisqu'il dit que, si j'ai bien compris vos propos, colonel, et vous me corrigez, il dit qu'à terme, les soldats de ces pays viendront épauler la force Barkhane. Ça veut dire que la force Barkhane, à aucun moment, elle ne va se retirer. Non, eux, ils ne parlent pas. La force Barkhane ne les concerne même pas. C'est un autre problème entre le Mali ou entre la France et certains pays de la sous-région. Ce qui concerne les G5 Sahel, c'est la force du G5 Sahel qui est en train d'être mise en place sur les frontières, sur les 3 frontières, ou un peu. Donc, je crois que Barkhane... Mais l'idée importante du G5 Sahel, c'est de s'approprier la sécurité elle-même. Mais moi, je voulais un peu parler en plus de la sécurité, d'essayer un peu de mobiliser nos opinions sur la sécurité. Nous, on croit aujourd'hui que la sécurité ne concerne que le nord du Mali, qu'elle concerne peut-être parfois le Niger ou depuis un certain temps le Burkina Faso. Non, ça cette sécurité, ces problèmes sécuritaires concernent tout le monde. Nous, à un moment donné, ça nous a concernés. Et elle peut nous concerner à un moment donné, comme elle a concerné l'Algérie, le Maroc. Quand vous dites à un moment donné, vous parlez de quelle période exactement? C'est la période entre 2005 et 2011. Entre 2005 et 2011, nous avons connu, particulièrement entre 2007 et 2011, nous avons connu quelques attentats, quelques enlèvements de touristes chez nous, un certain nombre de trucs. Heureusement, depuis 2011, il n'y a pas eu d'attentats chez nous. Mais je crois que le problème est un problème. Le problème de sécurité est un problème global. C'est vrai, comme a dit le colonel, ce n'est pas un problème uniquement sécuritaire, mais c'est un problème général. Il y a un volet sécuritaire qui est extrêmement important. On ne peut pas penser un G5 sans sécurité, mais on ne peut pas le penser aussi uniquement à travers la sécurité. Colonel Boukhari, Moussa Al-Hamd semble dater l'accalmie à 2011. D'aucuns disent ou parlent d'un pacte secret liant les terroristes du Nord Mali à l'État mauritanien. Coïncidence ou pur mensonge journalistique? D'abord, j'aimerais expliquer un peu davantage mon opinion quand je dis que la force commune G5 Sahel est bien en complément de ce qui existe ou de ce qui existera. Autrement dit, je veux dire qu'elle s'insère dans une perception de la sécurité qui est transfrontalière. Les menaces aujourd'hui, surtout ce qu'on appelle les menaces asymétriques, c'est-à-dire par opposition aux menaces conventionnelles des guerres entre 2 États, je dis ça pour vos téléspectateurs, sont transfrontalières. La réponse l'est également. La réponse est également transfrontalière. Autrement dit, elle est multilatérale. Bon, c'est vrai que le multilatéralisme, aujourd'hui, il y a tout un débat. Faut-il encourager le multilatéralisme, comme disent certains, dans les G5 Sahel, dans la France, etc., ou plutôt sortir du multilatéralisme et se recroqueviller sur soi et dire l'Amérique d'abord, comme dit le président américain, qui a empêché d'ailleurs, suivant cette même conception un peu réductrice, qui s'est recroquevillé sur soi, qui a empêché que la force commune des G5 Sahel soit sous mandat onusien. Alors, moi, mon opinion... C'est définitif ou c'est une situation appelée à évoluer? Moi, je pense que c'est tendance générale dans le monde aujourd'hui, le regroupement régional, la mutualisation. La mutualisation, certains l'appellent régionalisation, certains l'appellent régionalisation. Moi, je préfère, comme vous dites, mutualisation. Ou optimisation des efforts. Optimisation, mais une optimisation collective. C'est une collectivisation, autrement dit, des moyens. Je pense que c'est un mouvement général dans lequel s'insère justement cette force commune G5 Sahel. Et elle n'est pas la première. Il y a déjà des efforts, on en a cité certains. Mais pour le moment, c'est elle qui semble, en tout cas, d'après les échos, c'est elle qui suscite le plus d'intérêt et par conséquent le plus d'espoir. Jusqu'où ira-t-elle? Bon, la question demeure posée. Elle a des contraintes, elle commence avec énormément de contraintes. D'abord le financement qui a été comme ça cité. Il y a effectivement ce problème de financement, mais comme tout projet complexe, et c'est un projet complexe, parce que ça fait appel à énormément de domaines, le démarrage est toujours difficile. Et le pérenniser est encore plus compliqué. Mais je pense que c'est une option, c'est un choix. Ceux qui s'en occupent vont le suivre, il n'y a pas d'autre option. Donc, la sécurité aujourd'hui est une œuvre collective, mondiale, régionale. Les réponses par
rapport MNS, elles le sont aussi. S'agissant de la Mauritanie, on peut revenir au deuxième volet de votre je n'ai pas envie de couper le fil de votre discussion, mais on reviendra au deuxième fil de votre idée, juste après avoir écouté M. Nicolas Degré, chercheur à l'Université du Kent, en Grande-Bretagne. Il a été interviewé hier par Mohamed Ould Hamdi. Force conjointe, c'est 3 fuseaux, avec sur chaque fuseau un bataillon de chaque pays qui est sur ce fuseau. Donc pour le fuseau ouest, vous avez un bataillon mauritanien, un bataillon malien. Sur le fuseau centre, vous avez un bataillon malien également, ce qui fait 2 bataillons à mettre à disposition de la force conjointe pour le Mali, un bataillon burkinabé et un bataillon du Niger. Sur le fuseau est, vous avez également un bataillon du Niger et un bataillon tchadien, ce qui fait que vous avez en tout 3 bataillons pour le fuseau centre, 2 pour le fuseau est et 2 pour le fuseau ouest, ce qui vous fait 4 et 3, ce qui vous fait 7 bataillons en tout. Le Mali et le Niger étant les 2 pays qui doivent fournir 2 bataillons par pays, contrairement au Burkina, à la Mauritanie et au Tchad où ils doivent mettre à disposition qu'un seul bataillon. Effectivement, cette force conjointe est souvent présentée comme une porte de sortie pour l'opération française Barkhane. Je pense que cette analyse est à temporiser, à nuancer, dans la mesure où la France n'a pas annoncé son retrait à court terme de la région sahélienne. Je pense que cette force conjointe a souvent été présentée comme étant la solution aux problèmes sécuritaires de la région sahélienne. Il faut aussi là mettre de la nuance, c'est-à-dire que la force conjointe est un complément des opérations déjà des armées nationales sur leur propre territoire. Donc les armées maliennes font des opérations sur leur territoire. Vous avez aussi la MINUSMA, donc l'intervention des Nations Unies. Vous avez également les Français qui sont présents avec l'opération Barkhane au Mali, et cette force conjointe qui est un nouvel acteur, mais qui n'a pas pour objectif de supprimer tous les autres efforts en termes de sécurité qui sont faits au Mali. Donc c'est, si je puis dire, entre guillemets, une corde, une flèche de plus à l'arc des autorités de la région. Je pense que le nouveau général mauritanien de la force conjointe n'a pas forcément eu le choix. Il a pris cette force en main avec un PC totalement détruit. Ce sont les termes du président malien Ibeka. La question se posait de soit reconstruire à Sévaré, soit de déplacer le PC à Bamako dans un environnement sécuritaire certainement moins menaçant qu'à Sévaré, où vous êtes dans une zone du centre du Mali, où vous avez des dynamiques sécuritaires qui sont assez dégradées. Donc je pense que ce choix du PC de Bamako est assez logique. La question serait peut-être plutôt de se poser la question pourquoi ce PC a été mis dans un premier temps à Sévaré et non pas directement à Bamako, à mon sens. Quelques jours donc avant le dernier sommet de l'Union africaine à Nouakchott, sommet auquel a pris part le président français Emmanuel Macron. Donc quelques jours avant ce sommet, il y a eu une explosion à Sévaré visant le siège du G5 Sahel. Notre ami Nicolas Degré semble contester ou dire pourquoi à la base on l'a installé à Sévaré. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu l'installer d'abord à Bamako? Le sort de Didier Dako, qui est le général malien qui dirigeait la force du G5 Sahel, a été scellé, dit-on, en marge du congrès de Nouakchott. Il a été remplacé par le général Hanan Ould Sidi. L'une des premières décisions du général Hanan a été de se retirer de Sévaré et de se replier sur Bamako. Ce repli a été interprété par des observateurs comme étant une reddition devant l'avancée des djihadistes. Pourquoi il s'est retiré? Il a justifié ce retrait par le fait que la connectique ou les moyens techniques sont meilleurs à Bamako. Ça veut dire que la force des 5 Sahel n'a pas les moyens de doter son poste avancé à Sévaré de moyens techniques nécessaires pour s'acquitter de leur mission. Et je vous donnerai après la parole pour revenir sur cette histoire de fuseaux et de bataillons. Et ensuite, vous revenez sur votre idée de tout à l'heure. Mais on va faire les choses dans cet ordre-là. D'abord, vous me parlez de Sévaré. Ensuite, on attaquera les fuseaux et votre idée de tout à l'heure. Ok, avec votre autorisation,
je vais commencer par la question précédente, parce que je risque d'oublier ça. Pas de souci. Effectivement, la Mauritanie, depuis 2011, n'a pas connu d'actes terroristes violents. Je dis bien violents. Okay? Avant 2011, elle n'a pas connu quelques actes. Elle a connu au moins une vingtaine d'opérations que j'ai recensées, datées, dont j'ai la liste. Donc une vingtaine, c'est quand même pas petit. Depuis 2011, on n'a pas connu d'actes terroristes violents, ouverts, connus du public. Pourquoi? Ben, plusieurs explications ont été données. Je commence par la plus fantaisiste, qui me semble la plus fantaisiste. La plus fantaisiste, c'est celle qui dit que les Mauritaniens, le gouvernement mauritanien a signé un accord avec AQMI, comme quoi AQMI ne l'attaque pas et lui, je ne sais pas, il lui donne l'argent, un truc comme ça. Cette rumeur a été répandue, seulement elle ne repose sur aucun fait matériel. Excusez-moi de vous contredire. On parlerait, lorsque Ben Laden a été tué par les forces américaines à Abbottabad au Pakistan, on parle de certaines archives qui ont été retrouvées dans sa cachette. J'en viens. Vous êtes au courant? Donc ne dites pas aucune preuve matérielle. Non, je dis bien aucune preuve matérielle, parce que pour moi la rumeur n'est pas une preuve matérielle. Cette histoire d'archives, jusqu'à présent, c'est une rumeur. Et rien ne prouve qu'on a trouvé ces archives. L'ambassadeur américain, ici en Mauritanie, quand le gouvernement mauritanien lui a demandé où sont ces archives, il dit qu'il les a cherchées, qu'il ne les a pas obtenues. D'autres officiers américains ont démenti ça aussi. Est-ce que vous voyez? Alors, c'est pourquoi je dis que et d'autres experts de la région, notamment le Boulmaali, qui connaît un peu bien ça, il a donné son explication. Absolument. Il n'est pas le seul. Tout le monde l'a réfuté, sauf certains qui l'ont utilisé, et ceux qui l'ont utilisé, ce sont ceux qui avaient aussi avancé un autre argument, la guerre par procuration. Rappelez-vous, quand la Mauritanie rentrait dans les territoires maliens, quand ils combattaient les groupes armés ou moi j'ai des djihadistes islamistes, je mets tout ça entre guillemets, il y a certaines forces politiques dans le pays qui l'ont qualifié de guerre par procuration. Tout ça ne tient pas. J'aimerais quand même entendre Moussa Ould-Hamid, et je vais revenir, on continuera là-dessus, mais j'aimerais vous entendre sur cette question, à la fois de guerre par procuration et des archives qui parleraient d'un accord entre AQMI et le gouvernement mauritanien. Bon, moi, je ne suis pas mieux informé que le colonel. J'ai suivi tout ça. Il y a un certain nombre d'interrogations qu'on pose. On ne peut pas dire que la Mauritanie est en paix quand même, heureusement, Dieu merci, depuis 2011. On ne peut pas dire que tout cela est dû tout simplement à la force militaire, parce qu'on n'est pas... L'Algérie est la plus grande force militaire dans la région. Et la France, les États-Unis, la Belgique... La France, les États-Unis, tout ça. Donc la force militaire uniquement ne peut pas expliquer cette paix. Mais moi, au-delà de tout ça, ce n'est pas ce qui est important pour moi. Là, je n'ai rien vraiment que ce que j'ai vu, des trucs sur Wikileaks, j'ai vu parfois des trucs sur Reuters, des trucs comme ça. Mais moi, je crois que ce n'est pas ce qui est important. Ce qui est important pour nous, c'est le discours. Le discours qui est développé aujourd'hui dans nos mosquées, le discours public qui est développé chez nous, c'est un discours djihadiste. Nous, peut-être on n'est pas attaqué, mais on est attaqué tous les jours verbalement, aussi bien sur les femmes, aussi bien sur la modernité, aussi bien sur... Nous, dans nos mosquées, quand il y a un attentat n'importe où, il est fêté. Moi, je crois que c'est ça ce qui est important. Ce qui est important. Peut-être nous, on n'a pas... Je ne sais pas, ce n'est pas important. Moi, même si le gouvernement mauritanien passe un contrat avec les djihadistes, ça, je le trouve... Je consens, parce que je crois que tout le monde... Pourvu qu'il n'y ait pas d'attentat chez nous, et je crois que tous les pays passent des contrats avec eux. On a vu en Afghanistan, on a vu un peu... Les États-Unis qui parlent avec eux partout. Pourquoi nous, on ne parle pas avec eux? Donc là, c'est pas ce qui... Moi, ce qui est important pour moi, et ce qui peut nous prémunir dans l'avenir, c'est un peu essayer de populariser cette lutte contre le terrorisme. Il ne faut pas que ça soit un truc entre quatre murs, entre des spécialistes. Il faut associer l'opinion. Et moi, quand je parle d'opinion dans ce genre, je parle surtout de l'opinion religieuse. Mon colonel, juste avant. Et on va faire vraiment très court pour vous permettre de revenir sur votre sujet de prédilection, et je le sais. Moi, j'aime bien situer les choses. Un monsieur qui est à Nouakchott qui s'appelle Mahfouz Ould Walid, vous le connaissez tous.
Ce monsieur, c'est l'ancien Moufti d'Al-Qaïda. J'aimerais bien qu'on s'arrête à chacun des mots qu'on va dire. Moufti d'Al-Qaïda. Après 10 ans passés en Iran, il revient à Nouakchott, il a pignon sur rue, il fait des interviews, il est reçu à la présidence de la République, il fait des médiations entre partis politiques. Et ce monsieur, il nous dit, moi j'ai quitté Al-Qaïda suite à un accord avec Ben Laden, c'est le 11 septembre. Pourquoi il a attendu le 11 septembre? Suite à un désaccord, pourquoi il a attendu le 11 septembre? Avant le World Trade Center, il y a eu l'USS Cole, il y a eu Nairobi, il y a eu Dar es Salaam. Il a attendu tout ça pour se dire, oh finalement, Al-Qaïda c'est une organisation un peu violente et je vais essayer de m'arranger des voitures. Et la question? Et la question c'est, pourquoi ce discours-là est toléré à Nouakchott? D'accord. Voilà. Moi, j'ai entendu l'un de ces discours qui m'a vraiment choqué. C'était suite au cas du jeune homme, Laoul Mkhitir. Je rappelle pour les téléspectateurs que c'est le blogueur qui est arrêté actuellement et qui est menacé de peine de mort. Oui, le dernier procès de Mkhitir, j'ai vu sa réaction à lui, qu'il a publié. Et moi, j'ai répondu à cette réaction justement par un article. J'ai cru comprendre dans ses propos qu'il appelle à l'extrémisme violent. Et j'ai mis en garde et j'ai appelé à qu'il se taise, ou au minimum que ce genre de discours ne soit plus permis. Depuis, je ne l'ai jamais entendu, jusqu'à récemment, ce sujet du centre des éléments de trucs, depuis, je ne l'ai jamais entendu. Et je ne sais pas, lui, pourquoi, je crois quand même que depuis quelque temps, il apparaît de moins en moins, surtout récemment là. Il n'apparaît pas beaucoup. Mais ce n'est pas lui en tant que personne qui m'intéresse. Non, mais moi, ce n'est pas lui, c'est le discours. Quand il véhicule un discours comme celui que j'ai cité... Le discours est véhiculé par des personnes. Voilà, oui, comme lui, comme ce discours par exemple, oui, je pense qu'il faut mettre un terme à ce genre de discours. En ce qui me concerne, j'ai réagi. Est-ce que les autorités, est-ce que la sécurité a réagi? Ça, je ne peux pas le dire, parce qu'on ne le saura jamais. Parce que si elle le fait, elle va le faire souvent à ces circuits qui lui sont propres. Si vous le permettez, je reviendrai un peu sur celle-là où je me suis arrêté. Bien sûr. Oui, moi je pense... Et après, vous me répondez sur les bataillons et les fuseaux. Parce que j'ai besoin de votre expertise militaire pour expliquer ça à mes téléspectateurs. S'agissant de cette histoire de sécurité de la Mauritanie, pourquoi? D'abord, nous ne sommes pas tout à fait... Nous ne sommes pas en sécurité, je l'ai toujours dit. La menace du terrorisme plane toujours sur le pays. Elle a toujours plané. Et si vous remarquez, j'ai dit on n'a pas eu d'acte violent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a d'autres actes qui se développent. Et certainement, ceux qui ont la charge de suivre ça, ils le suivent. Et pas seulement sur le plan militaire. Ils le suivent dans les mosquées. Le discours des mosquées à Khutbat al-Jumu'ah a été... La prêche de vendredi. Voilà, la prêche de vendredi a été gardée depuis un certain temps. Depuis un certain temps. Les mahadras sont surveillés depuis un certain temps. L'université d'Ayoun, l'université islamique voilà, il y a une chaire dédiée à la lutte contre l'extrémisme violent. Donc, ce n'est pas seulement par la force militaire, il y a également la force du discours. Parce que moi, il me semble, et vous partagez ça tous, que la lutte contre le terrorisme et contre l'extrémisme violent, c'est d'abord un combat d'idées. Un combat d'idées. Est-ce que ce combat d'idées a permis à limiter beaucoup les actes terroristes jusqu'à présent, depuis quelque temps? J'y crois personnellement, que pas seulement la force militaire... Donc vous dites que ça n'a pas été, que l'endiguement des attentats en Mauritanie n'a pas été réalisé seulement par la force militaire brute, mais aussi par le combat idéologique. Par le combat d'idées, moi je préfère le mot combat d'idées que le mot idéologique. J'ai une sensibilité. Chacun utilise ces mots. Voilà, moi je préfère combat d'idées. Il n'y a pas seulement ça, il y a la présence de l'État. L'État est présent de plus en plus sur les frontières, et pas seulement l'État militaire. À travers notamment les GSI. À travers les GSI, à travers certaines présences qui n'existaient pas, des arrondissements qui ont été créés, les préfets qui bougent beaucoup, etc., etc. Il y a beaucoup de choses. Ça, c'est un aspect. Il y a un autre aspect de la question, oui. C'est que aussi cet aspect militaire, la lutte contre le terrorisme n'est pas une lutte de rapport de force quantitative, c'est une lutte de volonté, comme quelqu'un qui a défini la stratégie, il dit que c'est la dialectique des volontés. Si les terroristes sentent qu'il y a une volonté, une certaine volonté d'un certain niveau,
effectivement, ça a de l'effet. J'ai participé à un séminaire auquel d'ailleurs vous étiez présent. Il y avait quelqu'un qui racontait, mais sous forme de plaisanterie, comment les terroristes perçoivent l'arme mauritanienne et comment ils l'évitent. Oui, il y a le côté un peu plaisantin, caricatural dans ce qu'il disait, vous le connaissez, je ne vais pas le citer. Serge Damiel. Voilà, par exemple. Mais il y a aussi le côté véridique. Il y a cet aspect. Maintenant, pour revenir à cette question de fuseau, oui, le fuseau, comme il a expliqué, techniquement, c'est comme ça. Mais il y a un autre problème qui n'a pas été soulevé par M. Nicolas Degré, c'est comment la montée en puissance se fait. La montée en puissance se fait suivant trois niveaux de priorisation. Priorité numéro 1, c'est le fuseau central, qui concerne la frontière entre le Mali, le Niger et le Burkina. La priorité numéro 2, c'est le fuseau Est, qui concerne le Niger et le Tchad. Et la priorité numéro 3, le fuseau Ouest, qui concerne la Mauritanie. Autrement dit, il faut équiper, mobiliser, mettre tout en œuvre dans le fuseau 3 et puis dans le fuseau 2 pour finalement régler les questions à la Mauritanie. Ça pose un problème. Lequel? Quand on combat le terrorisme, une mise en place des moyens, ça veut dire un engagement fort. Ça veut dire qu'on va combattre l'ennemi dans cette partie de la région. Quand on le combat dans cette partie de la région, il va chercher refuge ailleurs. Où? Là où il y a le moins d'efforts. Là où il y a et ça pèse. Le ventre mou. Voilà, et ça pèse. Un nouveau risque, c'est les frontières de la Mauritanie. On va réécouter Nicolas Degré. Je rappelle que cette interview a été réalisée à Nouakchott le 18 octobre. Au début de l'organisation du G5 Sahel, bon, c'est écrit sur le logo sécurité de développement dès le début, mais le volet qui était prioritaire, ou en tout cas qui a poussé à la création de cette organisation, ce sont tous les plans Sahel internationaux qui ont existé des différents bailleurs de fonds internationaux. Je pense à l'Union européenne. Beaucoup de partenaires extérieurs aux pays sahéliens avaient des plans Sahel, surtout axés sur les questions de développement. Donc cette organisation avait pour vocation de faire un entonnoir un petit peu de ces plans Sahel pour pouvoir les appliquer sur ces territoires-là. Et ensuite, vous avez eu l'équilibre de cette organisation qui s'est décalé vers les questions de défense au moment de la création de cette force conjointe qui s'inspirait justement des opérations qui existaient déjà avant la création de la force conjointe, notamment avec la force française Barkhane et les armées sahéliennes. Donc vous avez eu au moment du rattachement de cette dynamique de coopération militaire au sein du G5, l'organisation qui a penché plutôt du côté des questions de défense. Mais on va peut-être vers un rééquilibrage au cours des prochaines semaines parce qu'il y a une réunion qui va se dérouler à Nouakchott le 6 décembre normalement pour valider et faire des annonces financières pour soutenir le programme d'investissement prioritaire, dit le PIP, du G5 Sahel. Donc éventuellement, à la fin de l'année, on aura une organisation qui sera peut-être plus équilibrée en termes de portefeuille et de périmètre. La question effectivement, du processus de paix au Mali est centrale pour stabiliser la région sahélienne. Maintenant, on voit qu'il y a des blocages dans la mise en œuvre de ce processus qui existe depuis plusieurs années maintenant. Vous avez les Nations Unies, la communauté internationale, entre guillemets, qui vraiment met une pression beaucoup plus importante sur les acteurs maliens. Il y a eu dans un premier temps la création un régime de sanctions pour les personnes qui s'opposaient à la mise en œuvre de cet accord. Et vous avez eu la semaine dernière, une sorte de feuille de route de la communauté internationale, Pacte pour la paix, qui soutient justement le processus de paix au Mali avec vraiment une pression beaucoup plus forte sur les acteurs de ce processus. Moussa Elhamd, je vais vous poser une question qu'on n'a pas encore abordée. Le Sénégal, pourquoi il est mis en dehors du G5 Sahel? Bon, il est difficile pour moi de répondre à cette question, mais est-ce qu'il ne s'est pas mis lui-même au départ en dehors de
de cette organisation. Il y a le champ tortue qui est partagé entre la Mauritanie et le Sénégal et qui, dit-on, recèle des réserves de gaz qui vont propulser les deux pays au niveau du Koweït et des Émirats. La coopération va bon train, y compris aussi dans le domaine de la pêche. Pourquoi dans le domaine de la sécurité on n'arrive pas à s'entendre avec notre voisin d'ici? Non, non, ce n'est pas parce que le Sénégal n'est pas entré au G5 que la Mauritanie et le Sénégal ne coordonnent pas en matière de sécurité, parce qu'à ma connaissance, il y a eu beaucoup de gens qui ont été interpellés ici ou là-bas, et il y a vraiment une certaine coopération entre les deux États. Le problème du Sénégal avec les G5, c'est un autre problème. Ça n'a rien à voir avec les problèmes réciproques entre la Mauritanie et le Sénégal. Colonel Boukhari, j'aimerais qu'on revienne sur cette question de l'explosion à Sévaré, et ensuite c'est le départ du général Didier Dako et de son remplacement avec le général mauritanien Hanan Noul Sidi, et donc le repli sur Bamako. Oui, bon, ce repli, oui, je retiens bien le mot repli, parce que le repli, il y a une connotation un peu de faiblesse, de défaite, etc. Ce n'est pas ce qu'a expliqué le commandement de la force G5 Sahel. Je rappelle que l'explication a été que le centre de Sévaré ne recèle pas les outils technologiques nécessaires pour que le G5 s'acquitte de sa mission, et que donc on a besoin de se replier sur Bamako. C'est les mots du général Hanan Noul Sidi. Ça, c'est une partie de l'explication. Je vais fournir la deuxième partie. La deuxième partie, le commandement du G5 Sahel qui était à Sévaré, c'est un commandement qui a pour mission de coordonner. Il n'est pas directement impliqué dans des opérations, nullement. Il n'est pas du tout. Dans ce cas, pourquoi dès le départ s'installer à Sévaré? Voilà. Ça, c'est on aurait pu faire un poste d'avant-garde. Ça, c'est une question qui se pose. On préfère toujours, et même si c'est de coordination, on préfère toujours que l'on soit le plus proche du terrain des opérations. Ça, c'est un principe connu dans toutes les écoles de pensée stratégique. Seulement, on regarde l'efficacité. Il me semble qu'il est plus efficace pour eux, tant en termes de sécurité qu'en termes de logistique, parce que tout ça revient à la question logistique, absolument, qu'il soit à Bamako. Et c'est ce qu'ils ont expliqué. Et il paraît que le transfert vers Bamako a été envisagé avant l'attaque du PC de Sévaré. Ça a été évoqué plusieurs fois, et il y avait des débats. Avant l'explosion. Absolument, y compris par les bailleurs de fonds, l'Union européenne. Il se posait des questions quant à l'efficacité de cet emplacement. Donc le fait qu'il soit à Bamako, je ne vois pas tellement qu'il a un effet, sauf psychologique, parce que quand même, le fait qu'on s'éloigne un peu, ça a un effet psychologique. Mais quand même, se replier après une attaque, c'est vous les militaires? Oui, c'est ce que je vous dis. Je vous dis qu'il y a cet effet psychologique. Il y a cet effet psychologique, ça fait partie des contraintes, il faut composer avec. Oui, on a changé d'espace, moi je préfère changer de lieu. Après une attaque, ça va être mal interprété. Maintenant, il va falloir qu'il communique. Aujourd'hui, la communication est une dimension excessivement importante des opérations et de la stratégie. Est-ce que est-ce que la force des 5 ça communique comme il se doit? Je pense qu'il y a un effort supplémentaire à faire en termes de communication, tant en termes de communication de crise, comme ça a été le cas lors de l'attaque, qu'en termes de communication en temps normal tout court. Moussa Ould-Hamid, on a parlé tout à l'heure du mini-sommet de Nouakchott le 16 février 2014, le fondateur donc de cette institution. À l'issue de ce sommet, dans le communiqué clôturant les travaux de Nouakchott, l'appel a été fait surtout aux institutions de financement arabes. On voit aujourd'hui qu'il y a deux pays arabes qui se sont engagés à financer les G5 Sahel, c'est l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis. Hasard? Non, je ne crois pas. Je crois que déjà, les deux pays ne font pas l'effort uniquement pour les beaux yeux des pays du G5 Sahel. C'est là-dessus que je vous entends. Mais là, il y a d'autres pays qui sont concernés par ça. Et quand vous parlez, par exemple, des 100 millions de Saoudiens, ils ont disponibilisé ça. Et le G5 Sahel a commandé chez un pays partenaire de l'armement, un certain nombre de trucs qui doivent se terminer ou doivent être livrés au mois de décembre de cette année 2018. Donc, c'est des bailleurs. Mais ils ne se sont pas intéressés seulement à ces gens-là, parce qu'il y a les Français, il y a l'Union africaine qui donne 100 millions, l'Union européenne, il y a l'Union africaine même qui va
qui va contribuer. Mais je crois que l'important, ce n'est pas d'amasser cette somme cette année-là, mais la pérennité de ce financement. Je crois que c'est le problème. C'est le problème qui est posé. Le problème qui sera posé, c'est comment demain ou l'année prochaine, comment on va financer le G5 Sahel. Et ça, je crois que c'est un problème qui demande beaucoup de réflexion. Colonel, tout à l'heure vous m'avez parlé des fuseaux et des bataillons. Est-ce qu'il y aura est-ce qu'ils vont interréagir ces fuseaux et ces bataillons avec nos bataillons existants déjà à l'est de la Mauritanie? Je parle des GSI. Oui, j'explique un peu cette histoire de fuseaux, parce qu'en fait, ça relève de ce qu'il appelle dans le jargon de la force G5 Sahel, le CONOPS, qui veut dire le concept opérationnel. Le concept opérationnel, il est fondé sur des étapes. Il est évolutif. Il y a des étapes. Il y a une première étape où l'effort est centré sur la surveillance des frontières. Et c'est là où entre cette question des fuseaux. Les frontières sont divisées en 3 fuseaux. La deuxième étape, qui reste hypothétique à mon sens, c'est le fait de pouvoir intervenir en tout lieu et en tout temps dans les pays concernés. Mais pour le moment déjà, le fait de démarrer cette première étape de surveillance des frontières se heurte à énormément de problèmes. L'effort est mis sur le fuseau central. Ils ont mené déjà quelques opérations de reconnaissance, ce qu'ils appellent reconnaissance et contrôle de zone. Mais jusqu'à présent, il n'y a pas eu de combat avec l'ennemi. L'ennemi qui est le terroriste ou l'ennemi, bien que l'ennemi là-bas est difficile aussi à identifier. C'est quoi l'ennemi? Parce qu'au Mali, il y a une infinité de groupes armés, plus ou moins légaux ou rebelles. Vous avez les groupes armés Touareg qui sont rebelles, qui sont scindés en gros, selon la perception de l'État malien, en deux. Ceux qui sont dialoguistes, comme on dit en Mauritanie, qui dialoguent avec l'État malien, qui signent des accords, et les autres qui sont irréguliers. Or, la force G5 Sahel n'a pas mandat, justement, de combattre ce genre de groupes rebelles. Le problème, c'est quoi la frontière? Donc on différencie les groupes rebelles ici de la rébellion Touareg et les groupes rebelles comme Akmi, Moujaou, les Mourabitoun, voilà, Boko Haram et Daesh. Elle a mandat de combattre ce qu'on appelle terroristes et djihadistes, mais elle n'a pas mandat de combattre les autres. Mais le problème... Puisqu'on se garde justement une porte de sortie pour la solution politique dont parlait Moussa tout à l'heure. Peut-être, il y a cette explication, mais il y en a d'autres aussi, parce que tout simplement, le mandat aussi doit être perfectionné. Le mandat doit être perfectionné, et surtout, que cet ennemi est difficilement identifiable. Quand est-ce qu'on est rebelle de Touareg et quand est-ce qu'on est djihadiste? Quand est-ce qu'on est trafiquant et quand est-ce qu'on est orpailleur? Ça, c'est du travail de renseignement. Oui, c'est du travail de renseignement, mais c'est un travail excessivement pénible parce que ce sont des gens qui nomadisent d'un groupe à un autre. C'est excessivement compliqué. Moi, je pense que tant que la situation sécuritaire dans la sous-région, au Mali et en Libye surtout, n'est pas réglé, le problème du terrorisme, le problème du djihadisme, le problème du crime transnational excessivement grave pèsera toujours sur la région. Je reviens à ce que vous disiez tous les deux. Donc oui, il faut un effort militaire, mais il faut surtout une solution politique. Sur justement le deuxième aspect, mais à part aussi la solution politique, sur le combat des idées en Mauritanie, est-ce qu'à votre sens les autorités font ce qu'il faut, notamment dans les écoles coraniques et dans les mosquées? Ça, c'est une question piège dans notre pays. Mais moi, je vais essayer un peu d'être courageux pour y répondre. Allez-y. Bon, je crois que certainement non. Moi, je crois qu'on ne peut pas à ces siècles croire qu'on peut développer, qu'on peut entrevoir notre avenir à travers notre passé. C'est con. Je crois qu'au lieu de faire des mahadras, il faut faire des écoles. Et je crois, comme j'ai dit au départ, que le discours jusqu'à présent ambiant dans nos mosquées, le discours ambiant tout court dans nos universités et tout ça, est un discours extrémiste. Et je crois que les gens sur lesquels parfois le pouvoir mauritanien ou tous les pouvoirs mauritaniens se sont basés sont plus dangereux que les extrémistes eux-mêmes. Le discours qu'ils développent sur la femme, le discours qu'ils développent sur l'autre, le discours qu'ils développent sur le développement, tout ça, je crois qu'ils sont extrêmement dangereux. Donc là, je crois que sur ce plan, je crois qu'on n'a rien pris en charge. Et si on croit qu'on va essayer de lutter contre un ennemi dangereux à travers un ennemi beaucoup plus dangereux, je crois qu'on va perdre. Je crois qu'on risque de perdre le combat. Colonel, on n'a rien pris en charge.
Écoutez, moi je pense, je rejoins dans ce qu'il dit, mais je serai plus encore généraliste. Moi je crois qu'il y a un discours extrémiste et violent qui se développe un peu partout dans le monde. Dans certaines régions, il prend une forme islamiste. Dans d'autres, il prend une forme laïque, tout simplement. Il prend la laïcité à outrance. Dans d'autres, il prend une forme d'extrême droite, de néo-nazi. Ça, c'est un discours mondial. Néo-nazi, carrément. Absolument, absolument. Vous suivez ce qui se passe en Allemagne aujourd'hui, vous suivez ce qui se passe un peu partout en Europe. Les mouvements néo-nazis qui sortent carrément. Pire, là-bas, dans pas mal de régions, ils sont légaux. Et ils utilisent les ressources de la démocratie. Bon, chez nous, dans les pays musulmans ou dans les pays africains, ça prend des formes religieuses ou ça prend des formes communautaristes. Ce discours violent, il épouse la forme que lui dit la culture ambiante, la culture de la zone. Donc, nous ne faisons pas exception par rapport à ce qui se passe dans le monde, et certains viennent au pouvoir. Moi je trouve, je m'excuse, mais je l'ai dit, il y a certains qui sont au pouvoir aujourd'hui. La première puissance au monde, elle est dirigée aujourd'hui par quelqu'un qui développe un discours extrémiste, un discours violent, et qui est venu aux urnes légalement et par la démocratie. Et par la même Ça rappelle quelques mauvais souvenirs. Oui, le souvenir d'Hitler, exactement. Le souvenir d'Hitler, il est venu au pouvoir par les urnes. On a ce problème de la loi de nombre. La loi de nombre, moi quand je dis la loi de nombre, c'est la loi des urnes. Aujourd'hui, nous ne faisons pas exception. Il faut composer avec cette réalité. Les démocrates de ces pays, les gens éclairés, ils doivent lutter contre les discours violents, quel que soit le lieu, quelle que soit la forme et quel que soit le contenu, tout en sachant que ça fait partie d'un mouvement mondial aujourd'hui, dans un monde où il y a une perte de repères intellectuels, de repères idéologiques terribles. Au terme de cette émission, j'aimerais remercier mon équipe à la technique aujourd'hui, Mohamed Mahmoud Cheikh, Sidati Diallo, Ethman Ali, Alexis et Ali Ahmed Kaabash. Notre émission est réalisée par Mohamed Lemine ou Tajdin. Je remercie également très chaleureusement le colonel Boukhari Mohamed Mouamel, expert militaire, et Moussa Hamid, conseiller analyste au centre 4S. Merci.